Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale sur BFM TV. Ce soir consacrée à l'inflation, nous allons faire le tour de France et surtout nous poser cette question. Quand les prix vont-ils baisser? La ministre chargée des PME, du commerce et de l'artisanat, Olivia Grégoire, est notre invitée. Bonsoir Olivia Grégoire, merci d'être avec nous ce soir. Vous allez répondre d'abord aux questions de nos experts. Gaëtan Mélin qui est venu avec son panier inflation. Emmanuel Le Chypre qui est venu les mains vides. Et Bruno Jeudi nous rejoindra dans un instant. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions. Des Français vont nous rejoindre et vous poser directement les interrogations qu'ils ont sur leur pouvoir d'achat, leur vie concrète. Nous faisons aussi, je vous l'ai dit, le tour de France de l'inflation via le panier des BFM. C'est le nouvel indice que nous sortons aujourd'hui avec BFM Business, BFM Région. Nous mesurons l'évolution d'un panier de courses de 50 produits de la grande distribution. Vous voyez d'ores et déjà les disparités. Les prix sont les plus chers à Nice, ils sont moins élevés en Alsace ou en Occitanie. Allons à Nice pour commencer l'émission. Retrouver Claudia Olivier. Bonsoir Claudia. Ma première question est assez simple. Pourquoi les prix sont-ils les plus élevés chez vous ? Alors Aurélie, c'est tout simple. Le premier, c'est parce que le loyer ici est très très cher. Donc les supermarchés sont obligés d'aligner leurs prix. La seconde, vous le savez, ici la population est plus âgée que la moyenne nationale. Et donc leur pouvoir d'achat est également plus élevé. Alors on a fait quelques courses tout à l'heure avec Manon Aversa. Et nous avons pu avoir un panier au total de 30 € avec donc du lait, des salades, des couches culottes. Et vous le savez, on va vous le dire ce soir, les couches culottes, c'est le produit qui a le plus augmenté. Alors on a rencontré tout à l'heure également des Azuréens qui faisaient leurs courses. Tous ont le même constat, ici c'est trop cher. Je crois qu'on était à environ 150 €, et là maintenant on dépasse les 200. On prend moins de produits. Plutôt d'en prendre 2 ou 3, on n'en prend qu'un par exemple. Tout dépend des caddies, mais effectivement je pense qu'on a bien 20% d'augmentation sur le caddie proportionnellement. Je focalise sur les promos, ça me permet d'économiser. Il n'y a pas de j'achète plus, voilà. On va dire que je reste sur des mêmes courses, notamment pour ma fille. Après, c'est plus sur les loisirs qu'on fera peut-être moins de loisirs. Comparé à avant, franchement, je m'y suis pas trop penchée parce que j'ai pas envie de me casser le moral. Les fruits, notamment les légumes, parce que c'est quand même essentiellement, voilà, on aime bien manger des produits frais, la viande. Alors pour faire des économies, les Azuréens cherchent les bons plans, mais également font des sacrifices. Et Aurélie, ce soir, moi, je n'irai pas au restaurant et je me ferai un bon petit plat maison. Merci beaucoup Claudia Olivier. Avec Manon Aversa, Gaëtan Mélin, il y a votre panier BFM. Quels sont les produits les plus chers? Qu'est-ce qui vous marque le plus? En fait, c'est surtout la disparité qui est assez impressionnante quand on regarde de région à région. On rappelle, vous l'avez dit, 50 produits, mais en fait, on couvre tout l'hexagone. Hein. C'est ça qui est très important et c'est pour ça qu'on voit toutes les disparités. Eh bien, parmi les plus fortes, Claudia Olivier le disait tout à l'heure. Vous voyez ce paquet de couches? Je confirme. J'en achète toutes les semaines, donc je confirme. Dans le panier Nice-Côte d'Azur, il est à 22,30 €, alors qu'on le retrouve à 19,51 € en Occitanie. Donc vous voyez bien, la différence, elle est quand même assez conséquente. Et Claudia Olivier le disait, c'est à cause du foncier, du niveau de vie des habitants, mais aussi du fait que c'est une zone touristique très importante et les voyageurs, en fait, lorsqu'ils vont dans cette région, eh bien, ils ne font plus attention au prix, d'où des progressions assez importantes. L'autre qu'on a noté, l'autre gros écart, c'est sur ce filet de pommes de terre. 3,99 € dans le panier BFM Paris, alors que le même dans le panier BFM Lyon, il est à seulement 2,84 €. Donc vous voyez bien la différence. Et puis alors, le plus notable, liquide vaisselle. Eh bien, à BFM Lyon, c'est 4,36 € pour ce liquide vaisselle. C'est une marque nationale. Hein. Alors, oui, tout à fait. De toute façon, la plupart ne sont que des marques nationales. C'est un choix et on l'expliquera après pourquoi. Donc, 4,36 € dans le panier BFM Lyon, alors qu'il est à 2,05 € dans le panier BFM Alsace, c'est-à-dire 2 fois moins cher. Alors, comment on l'explique ? Alors, ça peut être à cause de problèmes d'approvisionnement. Ça peut expliquer cette grande disparité. Ou bien, on a une autre explication, c'est peut-être qu'à Lyon, on fait davantage la vaisselle à la main que dans les autres régions. Exactement. Il y a une autre explication. Ah, dites-nous. Qui est qu'en fait, la région la plus proche de la mer et des grands approvisionnements en France, paradoxalement, c'est l'Alsace et la Lorraine. C'est-à-dire qu'en gros, l'Alsace et la Lorraine sont les plus proches des grands ports d'Anvers, de Rotterdam, etc. Non, et Lyon est une ville qui est
paradoxalement, plus difficilement approvisionnable, avec des coûts de transport plus élevés qu'une région comme l'Alsace-Lorraine. Alors pour l'Alsace, qui fait effectivement partie des régions où le panier est le moins cher, il y a aussi une autre explication, c'est la proximité avec l'Allemagne, où on sait que les hard discounters sont vraiment très concurrentiels. Et donc les distributeurs dans cette région sont obligés de s'adapter et de tirer les prix vers les bas pour garder leur clientèle. Toutes les semaines, on aura le panier des BFM. Alors, toutes les semaines, effectivement, on va s'attacher à relever le prix des 50 produits donc dans 16 régions de France. Ça permettra aux Français de voir comment ils se positionnent par rapport à d'autres Français dans d'autres régions. Et puis surtout, comme c'est notre première édition, on n'a pas encore les variations, mais dès la semaine prochaine, on sera en mesure de dire si ces marques nationales qui ont été choisies commencent à baisser, ou bien si on est toujours sur une progression des prix. On vous fera vivre c'est important qu'on puisse mesurer en effet la progression des prix. Bruno Jeudi arrive. Bonsoir Bruno Jeudi. Voilà, une arrivée vraiment très discrète de Bruno Jeudi. Il y avait du monde à la caisse. Non, mais l'intensité de la concurrence n'est pas la même partout. Tous les bassins sur lesquels on va continuer à faire notre tour de France et on expliquera justement les disparités. C'est aussi le but de cette émission Emmanuel Le Chypre. L'autre but, c'est qu'Olivia Grégoire réponde à toutes les questions. Non, mais jusque-là, c'était très intéressant de vous écouter. Parce que la question principale, c'est de savoir quand les prix vont-ils baisser ou plutôt cesser d'augmenter. Merci de la poser comme ça. C'est l'horizon qu'on a envie d'avoir. Est-ce que vous pouvez nous en donner un? Alors, je vais faire de mon mieux. Et sinon, je n'aurais pas répondu positivement à votre invitation. Je voudrais dire deux choses très rapidement en préalable. Un, ça fait 30, 40 ans que la France vit dans la déflation. Donc je n'aurai à aucun moment de velléité à ne pas considérer ce que vont nous dire notamment les gens qui vont nous rejoindre et les Français qui font leurs courses tout à l'heure. Oui, je sais que cette inflation alimentaire, 14,9% en avril 2023, qui est un peu en deçà de la moyenne européenne, qui est quand même bien placée dans la compétition européenne, elle est très douloureuse pour un certain nombre de nos compatriotes, notamment quand on sort de 30 ans de déflation. Donc à aucun moment, même s'il y a des dispositifs qui fonctionnent, on va en parler, je n'aurai de satisfaction compte tenu de l'ampleur du choc. Et je le mesure, c'est une poussée de fièvre inflationniste et c'est très difficile, notamment pour ceux qui sont aux minima sociaux et qui ne voient pas leurs revenus évoluer beaucoup, mais les prix augmenter beaucoup. Deux, je veux aussi dire une chose qui paraît très simple, mais les évidences sont importantes. On n'est pas tous frappés de la même façon par l'inflation. Et donc je suis bien consciente, et on aura des témoins tout à l'heure, de à quel point ça peut être difficile. Je pense notamment au prix, parler des couches, mais par exemple du lait maternisé, qui coûte très cher, surtout comme une maman sur deux doit désormais acheter par exemple du lait de riz ou du lait de soja. On est là sur des prix qui sont parfois à 20 €, 25 € le pot qui tient 5-6 jours. Donc ce sont des dépenses contraintes, vitales, qui pèsent lourd. Et à aucun moment, je n'aurais de déni par rapport à cette situation qui est difficile. Je pense néanmoins qu'on est dans un choc inflationniste. On parlera peut-être des causes. Choc inflationniste, ça veut dire que une bonne partie de cette inflation alimentaire, notamment, elle va reculer. Pas toute l'inflation alimentaire, et on va en parler aussi. Mais cette inflation alimentaire, elle commence à arrêter d'augmenter. Vous aviez des spécialistes très intéressants avant nous sur ce plateau qui le confirmaient. On le voit déjà au mois d'avril, elle a augmenté moins fortement qu'au mois de mars. On voit que ça commence à plafonner. Et nous sommes tous et toutes d'accord pour estimer que à la rentrée de septembre, un certain nombre de ces produits-là, auront baissé. Combien? Est-ce à dire les deux. Je réponds, les deux. Et quand aussi? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quelques bonnes nouvelles avant septembre. Dès cet été, nous sommes en droit de penser, et non pas d'espérer, qu'à la suite notamment des renégociations commerciales qui sont en train de s'ouvrir, le prix des pâtes qui sont dans ce panier, je parle des marques distributeurs comme des marques nationales, le prix de l'huile de tournesol, par exemple, vont baisser de façon significative. Pourquoi? Parce que nous réouvrons des négociations commerciales et nous avons demandé aux industriels de l'agroalimentaire de le faire, sous condition, pour les plus gros d'entre eux. Mais typiquement, le prix des pâtes que nous avons devant nous, nous avons ici des pâtes qui ont augmenté de plus de 10% en prix de vente. Et nous avons dans ces mêmes pâtes au moins une matière première qui a baissé de 20%, le blé. Ce sont les deux conditions. Ce sont les deux conditions. Oui, donc elles vont baisser. Pardonnez-moi, juste une petite question justement à ce sujet. Bien sûr. En fait, la condition pour la renégociation sur ces produits, c'est que ces produits aient augmenté de 10% à partir du mois de mars. En l'occurrence, le prix des pâtes auquel vous
faites référence, eh bien, il a augmenté avant mars. Alors, Depuis mars, on est plutôt, comme vous l'avez dit, sur une quasi-stabilité des prix sur le prix des pâtes. Oui, alors je veux éviter de perdre ceux qui nous écoutent. Ce que vous dites est globalement vrai sur les marques distributeurs, moins vrai sur les marques nationales qui sont souvent autour, voire un peu au-dessus de 10%. J'ai développé une certaine acuité. On est ici face à une marque nationale. Oui, elle est concernée, elle baissera. Voilà. C'est certain. L'huile, les pâtes, dès cet été, juillet, je le pense. Et pour le reste du panier, septembre, on est vraiment en droit de penser que les prix vont baisser. De combien? Dans quelle proportion? On va redescendre. Vous savez, ça n'a pas augmenté, c'était les fameux débats Mars rouge. Ça n'a pas augmenté de plus 15% du 25 février au 5 mars. C'est monté par escalier. Ça va redescendre par escalier. Donc les marges sont de 3, 4, 5%. On va avoir des vagues. Et donc j'espère, je vais me faire tacler sur les réseaux sociaux, mais je ne prends pas de risque inconsidéré, je ne veux pas berner les gens. Je pense que nous aurons une inflation qui sera inférieure, qui peut-être aux horizons de 10% en fin de l'été. Et après, ça va continuer à baisser, mais après, on a des vrais sujets. Derrière ce ticket de caisse, c'est pas que bien sûr, c'est des enjeux d'économie, et c'est des enjeux du quotidien. Mais c'est aussi des enjeux de société. Et vous le dites souvent, mais je pense que c'est important de le dire aussi aux gens très clairement. Les 15% d'augmentation globale de ces produits, c'est quoi? C'est le prix des matières premières. Post-Covid, guerre en Ukraine, pas que ces raisons-là. La sécheresse, les ouragans, qui ont fait renchérir beaucoup les matières premières. Le sucre, par exemple. Le jus d'orange, en ce moment. Et il n'y a pas que ça. Il y a le coût de l'électricité pour produire. On en a parlé depuis des mois, qui ont fortement augmenté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les transports avec le carburant qui ont augmenté. Il y a ça aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment les emballages. Donc là, vous êtes et il y a quoi, Bruno Jeudi, pardonnez-moi? Dans le prix de ces pâtes, il y a l'augmentation des salaires. Donc il faut aller au bout de la logique. Donc là, vous êtes en train de nous dire, Madame la Ministre, qu'il ne faut pas s'attendre à des baisses très importantes. Pas du tout, Bruno Jeudi. Mais en revanche, on est en train de nous dire le contraire, là. Bruno Jeudi, non. Madame la Ministre, on ne retrouvera jamais les prix d'avant la crise, alors, c'est ça? Une question, une réponse. Moi, je suis assez basique. On va laisser la ministre répondre à Bruno Jeudi. Alors, deux questions, je fais deux réponses. À Gaëtan Mélin. Alors, je réponds par solidarité féminine à Gaëtan Mélin et tout de suite à Bruno Jeudi. Je ne dis pas deux choses différentes. Non, nous ne retrouverons très probablement pas la déflation que nous avons connue. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va y revenir. Mais je ne voudrais pas que Bruno Jeudi se fâche parce que je ne lui réponds pas. Je ne dis pas ça va baisser tout petit. Je dis un peu. Non. Par escalier, vous dites. Mais je vais finir ma phrase, je vais y arriver. Je dis qu'on a fait plus 15%. Est-ce qu'on va revenir à zéro? Je ne le crois pas. Je vais même aller un peu plus provocatrice, je crois qu'il ne le faut pas. Ou alors c'est des choix de société, il faut les assumer, on va s'en parler. Mais on va probablement avoir une inflation structurelle, dont alimentaire, qui sera plus élevée que les 0,5 ou 1% qu'on a connus ces dernières décennies. Possiblement plutôt 3, 4, 5%, de façon structurelle. Vous m'autoriserez, Bruno Jeudi, à penser qu'entre 15 et 3-4%, il y a quand même une énorme baisse. Ça, ok, mais si les salaires suivaient? C'est-à-dire? C'est-à-dire que les salaires, ils n'augmentent pas aussi vite que le prix du panier de Gaëtan. Il y a des pays où les salaires augmentent aussi vite que l'inflation et vous faites des enquêtes. Alors, chez les Belges, par exemple. Oui. Et chez les Belges, la situation, elle est tellement pire que chez nous qu'un certain nombre d'entre eux, ils en parlaient encore sur une chaîne belge aujourd'hui, 44% d'entre eux viennent faire leurs courses chez nous. Donc c'est bien la preuve que tout en indexant les salaires sur l'inflation, il est toujours une meilleure idée de venir faire nos courses, d'ailleurs les frontaliers le font chez nous, plutôt qu'en Belgique. Ça devient juste un peu les compliqué. Salaires, quand il y a 4 questions et que je répondre en même temps, c'est normal. Quand on dit ça baisse, les salaires, ils ont augmenté, Bruno Jeudi, en moyenne de 4,5 à 5%. Il faut quand même le rappeler. Dans le prix de ces pâtes, le coût de la vie, c'est 6%, donc le salaire réel, il est en baisse. Il y a aussi eu des aides. La réalité, c'est ça. Il y a aussi eu des accompagnements. Il y a aussi eu des aides. Il y a aussi eu, en 2021, un premier chèque. On nous a critiqué, 38 millions de personnes l'ont touché. Il y a eu un deuxième chèque en septembre 22, 100 € par ménage, 50 € par enfant. Il y a des aides. Il y a les classes moyennes qui disent on sent oublié maintenant, qui ont l'impression justement de ne pas toucher les aides dont vous parlez. On sait qu'il y aura peut-être de futures hausses d'impôts, mais ce n'est pas encore très clair. Aujourd'hui, quand on interroge les Français qui appartiennent aux classes moyennes, ils disent on est oublié. Dans les enseignes de la grande distribution, il y a, au moment où on se parle, 2000 produits qui sont floqués d'un trimestre anti-inflation, majoritairement des marques distributeurs, effectivement, dont les prix ont arrêté d'augmenter depuis le 15 mars. C'était l'engagement. Mais le premier engagement, c'était qu'ils arrêtent de monter. Engagement tenu.
Et sur ces 1700 produits qui ont été contrôlés par la direction de la concurrence et des fraudes, on observe aussi une baisse d'entre 12 et 13% sur ce panier. Donc un certain nombre de produits baissent. Il y a donc un endroit dans tous les supermarchés de France où vous avez des produits dont les prix n'augmentent pas et commencent à baisser. Et c'est prolongé encore de 3 mois. Nous avons demandé aux distributeurs, dont certains d'entre eux ont accepté tout de suite de le faire et même d'aller jusqu'à la fin de l'année. Nous reverrons les distributeurs au même titre que nous reverrons les producteurs et les industriels dans les prochaines semaines pour s'assurer de la mise en œuvre des renégociations commerciales et de la poursuite du Donc en gros, vous les faites venir à Bercy, ils vous écoutent gentiment, ils arrêtent d'augmenter les prix, mais ils les baissent pas. Vous savez, je connais un peu le parcours de Bruno Jeudi. Ce sont des sujets compliqués. Ah non, je ne dis pas que c'est pas compliqué. Mais Donc, non, ça ne se passe pas comme ça. Je me mets à la place des téléspectateurs qui, eux, voient leur... Ils viennent à Bercy, non pas pour papoter, ils viennent à Bercy parce qu'on l'insiste et qu'on a insisté lourdement, que ce soit les distributeurs ou les industriels, et qu'on leur a demandé de signer des engagements. L'engagement qu'on a signé il y a une semaine, je vous garantis que 95% des gens qui étaient autour de moi pensaient que nous ne l'obtiendrions pas. On l'a obtenu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il s'exécute et qu'il se voit. Et Olivier Grégoire, attendez, premier point. Parce que, honnêtement, moi, avec les pourcentages de variation, je suis perdu. C'est-à-dire qu'on nous balance du moins 10, du moins 15, etc. Par rapport à quand? Moi, je voudrais juste rappeler quelque chose. Ce qui intéresse les Français, c'est en gros, par rapport au moment où a débuté cette vague d'inflation, combien ils dépensaient. Et aujourd'hui, parce que c'est bien beau les variations sur un an, mais on ne sait plus où on en est. Donc, l'idée, c'est que, grosso modo, on a fait les calculs. Pour une famille de 4 personnes, concrètement, manger tous les mois... C'est 112,50 €. Ça coûte... Oui, alors, si on élargit avec quelques biens de première nécessité, etc., grosso modo... Non, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus, comme des associations de consommateurs. Famille rurale, soyons précis, 112,50 € pour 4 personnes, pour une semaine. Pour une semaine. Alors moi, si vous voulez, pour une semaine, concrètement... Par rapport à, c'est quoi? C'est par rapport à janvier 2022, puisque c'est le moment où ça c'était le prix à peu près il y a un an. Par rapport à sur 18 mois, on aura pris à peu près les 112 € que vous citez. Grosso modo, d'ici la fin de l'année, on aura refait combien du chemin? C'est-à-dire sur ces 112 € que ça nous coûte en plus, combien on va reperdre? C'est le panier. Non, parce que si même Emmanuel Le Chypre... Le panier qui nous coûte 112 € aujourd'hui, il est plutôt à 125, 130. Voilà. Il a pris. Donc l'objectif, c'est qu'il rebaisse. Okay. Et il va redescendre aux alentours de 120. D'accord. On va perdre 15 € à peu près par rapport à maintenant sur le panier d'ici la fin. Possiblement, oui. C'est ce qu'on vise à peu près. Vous parlez des négociations... Ça fait 10% à peu près, oui. Olivier Grégoire, vous parlez de ces négociations qui vont reprendre entre industriels et distributeurs. Vous avez bon espoir que ça aboutisse et que mais je ne fonde pas ma vie que sur l'espoir. Hein. Il y a aussi un peu de détermination. C'est ce que j'allais vous demander. Parce que, quelles sont les garanties vraiment que ça fonctionne? Et surtout, si ça ne marche pas, il se passe quoi? Alors, déjà, quand on vient de signer un accord, ce qui est le cas... L'encre, elle n'est pas sèche. Hein. C'était mercredi dernier, jour pour jour. Bon. Je sais qu'on peut, et ce n'est pas votre propos, mais qu'on est quand même dans une société en ce moment où il y a beaucoup de soupçons, de doutes, etc. Et déjà, on va vérifier que les renégociations commerciales s'ouvrent. Oui. Donc, on a des rapports tout le temps avec les acteurs de la distribution, les industriels, puis il y a des gens qui représentent tous ces gens-là. Les surveiller, quoi. L'ANIA, la confiance, le contrôle, tout ça, la bonne volonté, mais l'exécution aussi. Bravo. Si jamais on devait se rendre compte que début juin ou mi-juin, tout ça laisse lettre morte, ou si on devait se rendre compte, je suis la ministre des PME, que par exemple on vient embêter des PME qui sont hors de l'accord de renégociation, ou alors qu'on vient embêter des coopératives laitières qui sont hors de la négociation parce qu'on veut protéger nos laitiers, alors on ferait ce qu'on a toujours fait avec Bruno Le Maire. On les rappellerait, on referait une réunion, on mettrait les points sur les i et les barres sur les t, on aurait une explication de texte. Mais ça peut aussi ne pas aboutir, ça veut dire. Oui, ça peut aussi aboutir. Moi, ce qui m'ennuie, c'est pas ce que vous dites, mais est-ce qu'on peut faire le pari qu'on va aussi y arriver? Le trimestre anti-inflation, et je suis assez bien placé pour le dire, nombreux sont ceux qui ont ri quand j'étais assez seul au mois de décembre à y penser. Total et bénéfices. Le panier qui était présenté le 15 mars, aujourd'hui, il est entre 10-13% moins cher que le 15 mars. Personne n'y croyait. Ça me fait penser à une vieille pub des années 2000. Ça ne marchera jamais. Et si ça marchait? Il n'y a pas eu de loi? Ça n'a pas mis 1 an à l'Assemblée avant d'arriver? Ça n'a pas coûté 1 € aux finances publiques? Olivier Grégoire, juste une petite question. Aujourd'hui, vous le dites, les marques distributeurs ont commencé à baisser. Ça c'est vrai, parce qu'il y a une spécificité. C'est que les négociations sur les marques distributeurs, c'est finalement... de l'eau. Voilà.
quotidiennement, de façon hebdomadaire, tous les mois. Les négociations avec les marques nationales, c'est une spécificité française, c'est une fois par an. Ça commence en décembre, ça se termine début mars. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez eu tant de mal à remettre tout le monde autour de la table des discussions. Pourquoi ne pas changer cela? Pourquoi ne pas faire comme les autres pays européens et mettre un terme à cette spécificité française et accepter que la négociation, finalement, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, puisse se faire, comme vous le dites, au fil de l'eau? Alors, vous portez là une suggestion portée par Dominique Schelcher, le président de Système U, partagée par certains parlementaires. C'est une vraie question. Et par d'autres distributeurs également. Ça fait à peu près 15 ans, 20 ans que ces règles sont en place. Oui, tout à fait. Depuis la loi LME, sous Nicolas Sarkozy notamment. Elles n'ont pas été faites pour rien, ces règles, et notamment en partie renforcées avec Egalim 1 et 2 que la majorité présidentielle a porté au dernier quinquennat. Elles ont aussi eu pour objectif de protéger nos éleveurs et de protéger les prix de vente de nos éleveurs. Pas faire en sorte qu'ils descendent trop bas. Donc il est vrai, et je vous l'accorde, que nous avons dans notre pays une organisation assez précise des relations commerciales qu'il n'y a pas dans d'autres pays européens. Cette organisation assez précise, elle a aussi permis de protéger en partie les consommateurs français, parce que les prix qui avaient été négociés l'an passé et qui ont été mis en œuvre à compter du 1er mars 2022 ont permis quand même pendant des mois aux Français de ne pas être frappés. Laissez-moi juste terminer mon idée. Il y a eu 4 réouvertures l'an dernier pour faire ça. Je sais bien, puisque c'est à partir de ces réouvertures qu'on a obtenu les réouvertures de cette année. Mais là où Emmanuel Le Chypre a raison, c'est que j'essaye d'être le plus simple possible sur un sujet qui est d'une complexité comme rarement j'en ai vu en termes de chaîne de valeur. Donc j'essaye d'être le plus clair possible. Mais c'est quand même une chaîne très compliquée. Ces règles, elles ont été faites pour protéger notamment nos éleveurs et le prix de nos producteurs. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit qu'il y a une très forte volatilité des matières premières. Si vous prenez par exemple le maïs, il y a une semaine ça monte, une semaine ça baisse. Je ne peux même pas vous donner la tendance tellement la volatilité du maïs est forte. Bon. Est-ce que compte tenu de cette volatilité et des chocs et du retour de la guerre et des problématiques géopolitiques, est-ce qu'on ne va pas avoir des hausses et des baisses beaucoup plus fréquentes des matières premières? Si, probablement. Est-ce que ça pose peut-être le fait qu'il faut réouvrir et mettre moins de rigidité dans ces négociations commerciales et les laisser négocier plus au fil de l'eau? C'est une idée que je peux entendre. Après, je vais vous dire une chose. C'est pas parce qu'il y a de l'inflation alimentaire que je suis devenu, parce que je ne l'ai jamais été, pour l'inflation législative. À chaque fois qu'il y a une hausse de cours, on ne va pas faire une nouvelle proposition de loi. Le Parlement vient de voter une proposition de loi dite d'escrozaille, portée par un député, Frédéric Descrozaille. Là aussi, elle vient d'être votée. Est-ce que dans ce pays de grâce, vous qui, à juste titre, le critiquez souvent ici, on peut voir ce que cette proposition de loi donne avant d'en faire une autre? Donnons-nous quelques mois. La question de l'ouverture au fil de l'eau se posera. Et j'aurai pas de problème à y répondre, mais laissons quand même peut-être déjà la loi qui vient d'être votée s'appliquer. Il y a quelque chose que vous avez écarté, le gouvernement, Madame la Ministre, c'est une proposition d'un groupe d'opposants, le Rassemblement National, qui, eux, ont toujours dit on peut améliorer le pouvoir d'achat des Français si on baisse la TVA. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors je sais votre réponse, vous dites que ça ne marche pas, mais pourquoi ça ne marcherait pas? Encore une fois, moi, j'ai pas de religion, j'ai pas un regard subjectif, j'ai un regard froid. Et d'ailleurs, je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que l'Inspection Générale des Finances, elle observe les prix. Vous aurez mi-juin un nouveau rapport de l'Inspection Générale des Finances qui expliquera qui parmi les distributeurs, qui parmi les producteurs, qui parmi les industriels ont le plus possiblement bénéficié, voire profiter de cette inflation. Mi-juin, le rapport sera mis à jour. Je vais répondre à la question qui m'a été posée malgré les changements. Bonsoir, mesdames. Il y a 2 réponses qui ont été proposées, et par l'extrême droite et par l'extrême gauche. À l'extrême droite, ce que vient de dire Bruno Jeudi, c'est diminuons ou supprimons la TVA sur les produits de première nécessité pour faire en sorte que ce soit moins cher. Moi, j'ai simplement observé nos voisins européens qui l'ont fait. L'Espagne l'a fait, l'a décidé en décembre. Total et bénéfices, janvier, février, mars. L'inflation alimentaire en Espagne est supérieure à l'inflation alimentaire en France. Elle était 16,3% au mois de mars.
Ce qu'il y a de certain, et le gouvernement espagnol le reconnaît, la presse espagnole le dit, c'est que ça a coûté de l'argent puisqu'il y a eu moins de recettes fiscales pour l'État et ça n'a eu aucun effet sur la baisse de l'inflation alimentaire, notamment janvier, février, mars 2023. Donc on sait ce que ça coûte, on ne sait pas ce que ça rapporte. Quant au prix bloqué, je veux être très clair, là aussi, il y aurait des bonnes idées, on les embarquerait. Les prix bloqués, la Hongrie l'a fait. La France n'étant toujours pas une île, si vous bloquez des prix de vente pour nos producteurs, ils peuvent aussi décider de le vendre ailleurs. L'Argentine l'a payé cher il y a quelques années avec la viande de bœuf. Grand producteur, il n'y avait plus de vente de bœuf. Les Hongrois ont bloqué les prix. Il y a aujourd'hui une inflation qui était à 40% le mois dernier en Hongrie, qui est aux alentours de 30%. Il y a la dévaluation de la monnaie, la proximité. Oui, mais alors ça, c'est un truc qu'on me dit aussi très souvent. Ça dépend du contexte. Vous m'excuserez... quand on prend des mesures qui sont prises dans d'autres pays européens et qu'elles marchent moins bien chez nous, on ne nous parle pas du contexte. Donc vous m'autoriserez à penser qu'à 2 heures d'ici, que ce soit en Espagne ou en Hongrie, les 2 mesures ont été testées. Aujourd'hui, au moment où on se parle, même si cette inflation alimentaire est forte en France, elle demeure moins forte qu'en Hongrie et qu'en Espagne. C'est l'heure de répondre aux questions des Français, des Françaises, dirais-je même. Bonsoir Delphine Descamps, vous êtes productrice de lait, de vache et de céréales en Loire-et-Cher. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Angélique Martin, vous êtes propriétaire de la poissonnerie Le Sextant à Meuvaines, c'est dans le Calvados. Et bonsoir Marie Flancard, vous êtes retraitée, ancienne chef de projet informatique. Merci à toutes les 3 d'être avec nous ce soir pour interroger directement Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Je vais commencer avec vous. Que voulez-vous demander à la ministre ? Bonjour Madame la ministre. Bonjour, madame. Alors, dans la presse, on entend beaucoup parler du panier inflation. Un panier inflation, moi, je ne sais pas ce que c'est. J'habite Paris et quand je vais faire mes courses, je ne vois pas les paniers à inflation. En fait, un panier inflation, comment je l'imagine ? J'imaginais un vrai panier, comme ici, avec un haut en couleur, qui donne envie. Et en fait, c'est pas ça du tout. En fait, je ne sais pas ce qu'est le panier à inflation et j'ai l'impression d'y passer à travers, quoi. Voilà. Alors, déjà, je me permets ce panier ou trimestre. L'idée, déjà, c'était qu'il soit anti-inflation. C'est pas un panier qui vous augmente l'inflation, c'est plutôt un panier qui vous la diminue. C'est un dispositif qu'on a mis en place avec les chaînes de grande distribution, qui se sont engagés pendant 3 mois sur un certain nombre de leurs produits à faire en sorte que les prix n'augmentent pas. Et pour que les prix n'augmentent pas, juste vous dire, à prendre sur leur marge pour faire en sorte que les prix n'augmentent pas. Après l'effort de l'État, parce que l'État fait quand même des efforts importants pour accompagner les Français dans l'inflation, ça a été l'effort des distributeurs. Et puis là, on a l'effort des industriels qui arrive avec la réouverture des négociations. Vous habitez à Paris, il s'avère que je suis député de Paris à la base, donc je ne peux pas vous dire que c'est une mauvaise idée. Moi, j'y suis né, j'y vis. On a des chances et parfois moins de chances. Parmi nos malchances, il y a le fait qu'il y a peu ou pas d'enseignes de grandes surfaces. Il n'y a pas d'hyper, ou quelques-uns aux confins de Paris, mais très peu dans Paris. Donc, c'est vrai que vous l'avez moins vu, et je ne vais pas vous raconter des âneries. Moi-même, qui fais mes courses à Paris, on le voit moins. Oui. Même dans les enseignes de proximité des grandes surfaces, on ne voit pas du tout. On le voit moins. Il y a des endroits où on le voit, je ne vais pas citer de marque là, je vous le dirai en plateau, il y a des endroits en proximité où on le voit. En revanche, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas parlé qu'à la grande distribution, sans autant aller en plateau pour le dire, mais j'ai parlé, par exemple, aux dames, puisque ce sont 2 dames et qu'on est un plateau de femmes, qui dirigent les marchés de France. Je leur ai demandé ce qu'elles étaient susceptibles de faire aussi. Vous avez, sur les marchés, et dans des marchés à Paris, alors c'est le panier anti-inflation mode proximité du marché. Donc là, tu n'as pas de logo. Mais il y a, par exemple, des 1 kg pour 1 euro qui sont proposés par pas mal de primeurs sur les marchés, dans des marchés parisiens. J'en ai un en tête au marché d'Aligre, par exemple. Il y en a aussi dans le 15e. Et où les commerçants de proximité font aussi une proposition moins chère pour les gens sur certains produits. Donc vous avez dans les marchés classiques de Paris des opérations sur les fruits et légumes. Vous avez aussi des bouchers
des poissonniers. Peut-être qu'on en parlera, puisque je crois que oui, vous, Angélique, madame, vous Je êtes vous rappelle poissonnière. que nous n'avons plus de poissonniers ni Oui, de alors bouchers à Paris. ça, je vais vous dire, comme je suis pas ministre de l'Agriculture, je vais vous dire, et vous lui répéterez pas, je suis 2000% d'accord avec vous. Donc si madame, on peut en parler, si vous voulez qu'on ouvre une poissonnerie à Paris, on manque de poissonniers à Paris, on a besoin de manger du poisson, on a surtout envie, et je suis d'accord avec vous, il y en a de moins en moins. On va écouter Angélique, justement, parce qu'il nous reste peu de temps. Il y a quand même des commerçants de proximité, et la CGAD, Confédération Générale de l'Alimentation de Détail, fait des opérations anti-inflation dans les commerces de proximité. Il nous reste 10 minutes. On vous écoute, Angélique. Oui, parce que nous, du coup, poissonniers dans le Calvados, on a pris l'initiative de notre propre chef de faire un panier anti-inflation. Donc un panier à 10 € qui permet de nourrir une famille de 4 personnes et 3 repas de poisson. Donc ça représente entre 2 kg et 2,5 kg de poisson tout prêt à manger. De ce fait, on rogne sur nos marges, on fait vraiment un gros effort par solidarité et on se demande qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire aussi en notre sens pour nous aider à pousser ces initiatives, en fait. Alors, ça vous paraîtra bien peu, mais par mon intermédiaire, déjà, le gouvernement vous remercie. Je sais que ça ne paye pas les factures, mais déjà, merci de le faire, parce que ça dépend aussi de l'envie et de la volonté de chaque commerçant de le faire ou pas. Moi, j'ai rencontré beaucoup de commerçants de proximité avec ceux qui représentent l'alimentation de détail, et je sais que vous êtes nombreux à le faire. Après, ce qui m'intéressera, c'est comment vous choisissez vos poissons aussi, parce qu'il y a des poissons qui ont complètement explosé et qu'on trouve même plus sur les étals, et il y en a d'autres qui redeviennent abordables. Donc, c'est intéressant de savoir aussi comment vous faites votre choix. Moi, j'ai quand même à cœur de vous dire, pour faire le lien entre toutes les deux, le gouvernement ça n'a pas coûté d'argent, oserais-je dire pour une fois, oui, de mettre la pression sur les distributeurs pour qu'ils fassent cette opération. C'est pas les pouvoirs publics, c'est pas vos impôts, pour le dire simplement, qui financent. Et heureusement, le panier anti-inflation, c'est les marges des distributeurs. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'abord féliciter, encourager les commerçants de détail qui le font à le faire. Mais moi, je sais aussi que vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez aussi vos factures d'énergie, et j'en ai beaucoup à traiter encore. Vous avez aussi probablement augmenté, si vous avez un salarié ou un apprenti, son salaire. Vous avez aussi la question des transports, avec le coût du carburant qui a augmenté. Donc, c'est difficile d'imposer, de demander à tous les commerçants de détail de France de le faire. Mais moi, j'ai fait que encourager en mettant une certaine pression pour que ce soit fait. C'est pas l'État qui l'a payé. Donc, ce qu'on vous doit, c'est vous aider à payer votre facture d'électricité, ça c'est certain, parce qu'on a eu le problème des boulangers, mais on aura le problème des chambres froides, et je suis déjà en train d'y travailler, parce que les heures creuses et les heures pleines, elles ne s'arrêtent pas l'été. Donc moi, je m'inquiète, par exemple, en ce moment, du mois d'août et des heures pleines par rapport à ceux qui ont du froid, les glaciers, les traiteurs, les poissonniers. Donc, par exemple, je suis en train de me battre sur ces sujets en ce moment pour savoir comment on continue à vous accompagner et comment on fait en sorte que vous ayez bien l'amortisseur et le guichet qui payent une partie de votre facture. C'est ce qu'on prend en charge pour accompagner les commerçants de détail, dont j'appelle tous ceux qui le peuvent à avoir le même type de comportement que vous et à faire ces paniers anti-inflation, parce que il y a un truc qui est important et on n'a pas eu le temps de le dire, Aurélie Casse, c'est que c'est pas parce qu'on a des problèmes de sous qu'on est obligé de mal manger. Et je voudrais quand même dire une chose, si vous m'autorisez, madame. Moi, je viens d'une famille du côté de ma mère bretonne. C'est ma grand-mère bretonne qui m'a élevée. Elle n'était pas dans l'opulence. Il y a aussi des cercles vicieux dans tout ce bazar de l'inflation alimentaire. C'est-à-dire que les produits très transformés, les plats cuisinés, sont le plus souvent achetés par les plus fragiles de nos compatriotes, ceux qui ont le moins de sous. C'est les moins bons pour la santé. Et c'est en plus ceux qui ont le plus augmenté. Alors, si plutôt que d'aller se ruer sur des produits surgelés, tout préparés, qui ont été quand même assez durement frappés par l'inflation, on revenait aussi à une sorte de bon sens, qui est aussi que parfois ça coûte moins cher de faire soi-même. Et je sais que ça peut paraître paternaliste, ce que je dis. Ça ne l'est absolument pas. Moi, je m'inquiète aussi de cette éducation alimentaire et de ce qu'on va laisser à nos enfants derrière. Le poisson, il y en a plein qui ne veulent pas l'acheter frais parce qu'il faut le cuisiner. C'est une hérésie. Madame la ministre, il nous reste peu de temps. C'est dommage. Parce que je voulais aussi que Delphine s'exprime. Vous êtes productrice de lait. Je précise bien que le lait ne fait pas partie des produits qui sont renégociés en ce moment. Oui, voilà, effectivement. Alors, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, il faut savoir que nous, producteurs de lait, sommes touchés par l'inflation, dans nos coûts de production, etc., mais aussi en tant que consommateurs, effectivement, dans ce qu'on achète. Et on se rend compte que finalement, on n'a pas su répercuter
dans nos prix de vente l'ensemble de l'inflation qui a touché nos coûts de production. Et finalement, on se dit, comment on peut faire si on n'arrive pas à répercuter à nos prix de vente, si on n'arrive pas à récupérer tout. Vous voyez, on est dans le ciseau des prix. Et donc, effectivement, vous l'avez dit, mais je le rappelle, vous disiez, vous venez de Bretagne, c'est la région où il y a le plus de disparition de producteurs de lait actuellement. Je sais. Et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau, et ça s'arrête pas. Ça fait peut-être que de commencer. Et comme dit un célèbre distributeur, il n'y a pas de vaches qui font du lait premier prix. Ça n'existe pas. Elles font toutes le même lait. Et d'ailleurs, vous faites bien de rappeler, c'est aussi des cycles longs. C'est-à-dire, j'entendais tout à l'heure, vous parliez des négociations commerciales. Vous me rassurez en me disant que donc, les productions agricoles de base, pour nourrir tous les habitants, seront protégées. Voilà déjà une chose. Mais sachez aussi que c'est important pour nous d'avoir une lisibilité sur un certain temps. Les temps agricoles sont des temps longs. Vous voyez, si je puis me permettre, Madame Casse, c'est intéressant par rapport à la question tout à l'heure de votre journaliste économique sur est-ce qu'on peut renégocier tout au long de l'année. Vous voyez, ce que dit Madame, c'est que le temps agricole est un temps long et qu'il y a un moment, c'est là la clé. Si on veut que Madame continue, si on veut continuer à boire du lait français produit par nos vaches, par nos agriculteurs, il y a un moment où il faut qu'ils aient aussi une garantie de stabilité du prix. Oui, mais le lait n'est pas renégocié volatilité. en ce moment. Donc vous pouvez sortir de la négociation. Non, parce que ce que dit et ce que propose le distributeur, certains des distributeurs avec cette négociation au fil de l'eau, lui ferait supporter à elle, en fin de chaîne, l'ultra-volatilité des prix. C'est pour ça qu'on s'est battu avec le fameux SRP 10, qui protège, enfin qui empêche les distributeurs d'aller faire les prix les plus bas possibles en leur garantissant une marge par la loi, plutôt qu'ils aillent la faire sur les agriculteurs. Quand on a... Déborah Collet était au téléphone aujourd'hui avec vous et je ne sais plus, il y en a deux d'entre vous qui parlaient de l'achat des produits d'hygiène, à quel point c'était compliqué aujourd'hui. C'est vrai que dans la loi, désormais, il est question de limiter les promotions sur les produits non alimentaires, pas de remise supérieure à 34%. C'est quand même paradoxal dans le contexte très difficile qu'on est en train de vivre. 1, 2, 3, il faut aller vite. Déjà, ça ne s'applique pas cette année. On a assez de soucis, donc je veux être clair. C'est l'année prochaine. Le DPH, ce qu'on appelle les produits d'hygiène, tout ça ne concerne pas les produits d'hygiène avant l'année prochaine, premièrement. Deuxièmement, soyons précis, c'est la loi, mais c'est une proposition de loi, c'est une initiative parlementaire qui a été votée à l'unanimité par les députés de tous les bancs. Je rappelle, pareil, on nous critique assez là-dessus, que le Parlement est souverain. Et je rappelle avec humour mais fermeté que j'étais au banc et que l'avis du gouvernement était défavorable sur cette proposition. Je me suis fait battre, ça fait partie des expériences politiques. Ce sera donc en œuvre l'année prochaine, un certain nombre d'interdictions des promos, toujours sur la même idée, protéger nos producteurs français, même s'ils sont moins nombreux sur les produits d'hygiène que sur les produits alimentaires. Mais je redis que c'est une initiative d'un Parlement souverain et que je n'ai absolument pas à la remettre en question ou à la délégitimer. C'est un choix qui a été fait par nos députés. Et qui pourrait être aussi détricoté plus tard. Ça n'est certainement pas un membre du gouvernement qui va partir dans cette voie-là. Mais je ne doute pas que les parlementaires concernés ont de bonnes raisons et vous répondront avec précision. Oui, parce que je ne sais plus laquelle d'entre vous s'interrogeait à ce sujet. Mesdames, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a encore une question importante à être posée à la ministre ou pas? En 15 secondes. Sur l'inflation, on nous dit 6% d'inflation depuis mars 2022. Moi, quand j'achète un cabillaud, alors pour un exemple, un filet de cabillaud, aujourd'hui à Paris, il est à 35 €. Madame. Mais c'est votre perception qui est juste, on va le faire très simplement. Le poivron, 5,95 €. Votre ressenti est le bon. Ah bon, d'accord, ok. D'abord. Non, mais dans le doute, déjà, moi, c'est une règle d'or. C'est pas les chiffres que j'ai au ministère, c'est ce que vous sentez, vous, qui est le vrai. Oui, donc vous avez 6% d'inflation globale. C'est-à-dire quand on mélange le prix des biens, des services, de l'alimentaire et tout mélangé, ça fait 6%. Oui. L'inflation alimentaire, elle est à 15%. Oui, donc alors votre ressenti sur le cabillaud, il est juste. Oui. Donc après, on a les charges fixes qui, elles aussi, augmentent. Et après, vous avez l'État qui a pas mal aidé quand même. Et les retraités qui ne sont pas augmentés. Donc, alors, les retraites les plus fragiles de nos compatriotes ont été augmentées. Je ne vais pas refaire la litanie, mais les minima sociaux ont été augmentés 6 mois à l'avance, l'an dernier au mois d'août. Et je vous donne juste un chiffre, je sais qu'on a peu de temps, mais c'est entre 150 € et 200 € par mois depuis toute l'année dernière et cette année comprise, qui aurait dû être en plus sur les factures d'électricité.
Le bouclier tarifaire dont on vous a parlé, vous payez plus 15% aujourd'hui et l'an passé c'était plus 0%. On a protégé la facture d'électricité. On a mis 46 milliards d'euros sur la table pour ça. Et c'est difficile aussi de remercier un gouvernement, en tout cas de considérer ça quand on n'a pas vu la hausse arriver. Parce qu'on l'a amorti pour les Français. Je vous garantis qu'on fait beaucoup et je pense d'ailleurs, pour terminer, que au même titre que post-Covid, a posteriori, quand on regarde, on se dit les Français c'était très dur, mais n'ont pas été si mal protégés. D'ailleurs, certains nous reprochent d'avoir trop protégé aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que dans un an, a posteriori, on ne se dise pas qu'au final, on a quand même, bon an, mal an, été pas si mal protégés dans notre pays, même si c'était mon premier point. Ça reste très difficile pour un certain nombre de nos concitoyens, je le sais bien. Merci beaucoup, Olivia Merci à Grégoire, vous, d'avoir cette été invitation. notre invité ce soir.